Ralenti. Aujourd'hui, on va faire deux choses. Une, ajouter des couleurs pour toutes nos cases qui sont discovered et analyzed. Et ensuite, nous allons ralentir le pathfinding. Mais en fait, pourquoi on voudrait ralentir le pathfinding? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est juste parce que ça va être beaucoup plus cool parce qu'on va être capable de démontrer l'algorithme de pathfinding en train de travailler. Et la deuxième, c'est pour qu'on soit capable de répartir le calcul du pathfinding sur plusieurs frames. Comme ça, même si le joueur demande de calculer un path qui est vraiment très long et qui prendrait beaucoup de temps à se calculer, ça va pas simplement friser le jeu au complet pendant une frame, deux frames, peut-être même 10 frames ou peut-être même plus que ça, juste le temps de calculer le path. Au lieu, ça va garder le jeu complètement smooth et fonctionnel et ça va nous simplement nous retourner le path à la fin une fois que tout va être calculé. Donc, on est parti. Ok, donc on va commencer par la couleur. Donc, je vais aller dans Blueprint Core Grid, Utilities et ouvrir mon eTile State pour ajouter les deux nouvelles states qu'on va avoir besoin pour nos deux nouvelles couleurs, donc New et New, que j'ai nommé isDiscovered pour les cases que nous avons découvertes et isAnalyzed pour les cases que nous avons analysées. Donc parfait, on peut sauvegarder et fermer l'enum. Et ensuite, on va devoir aller dans le Grid Mesh Inst pour appliquer les couleurs, donc on peut l'ouvrir celui-là. Et ici, je vais commencer par ajouter les deux states dans notre makeArray qui est ici, donc isDiscovered et isAnalyzed. Et l'ordre dans lequel ils sont, c'est pas vraiment important parce que dans le fond, c'est pas possible qu'une case ait les deux states en même temps parce que quand on les ajoute dans notre liste d'analyse, on les enlève de discovered juste avant. Donc c'est impossible que les deux soient là en même temps, donc l'ordre n'est pas vraiment important. Et ensuite, je vais changer mes couleurs, donc ma couleur pour isDiscovered et isAnalyzed qui sont ici. Et ici, j'ai choisi une teinte de rose pour les discovered et une teinte de rose plus foncée pour les analyzed. Et c'est tout. On peut maintenant compiler et fermer ce blueprint-là. Maintenant, pour appliquer nos couleurs à nos cases, on va devoir faire ça à quelque part, et en fait, je crois que je vais faire ça dans le même blueprint qu'on utilise pour afficher le texte sur nos cases, donc je vais simplement le renommer avant pour que ça soit plus clair que ça fait les deux. Je l'ai renommé BP_debug text and colors on tiles, et ensuite ce que je vais faire, c'est un fix-up redirecteur juste pour faire sûr que tout est updaté. Ok, ça n'a rien fait, donc c'est parfait dans mon cas. On peut aller simplement ouvrir le blueprint. Et ici, la première étape est d'ajouter deux nouveaux booléens pour nos discovered et nos analyzed. Et je les ai nommés showDiscoveredTiles et showAnalyzedTiles. Et ensuite, il va nous falloir trois nouvelles fonctions, la même façon qu'on avait fait pour quand on affiche du texte sur nos cases. Donc, on a des fonctions pour changer le texte qui est sur les cases. On va faire la même chose pour les states. Donc, on va se créer trois nouvelles fonctions ici. 1, 2, 3. Et on va commencer par la première, donc je l'ai renommée UpdateStateOnTile et je lui passe un index en input. L'index est un endpoint comme d'habitude. Ensuite, on ajoute une séquence suivie de deux branches, donc une première branche pour savoir si on veut montrer nos Discovered Tiles et ensuite une pour nos Analyzed Tiles, parce qu'on va faire les deux une après l'autre. Et ensuite, pour la branche des Discovered, on veut savoir si notre index fait partie de notre liste de Discovered, donc on fait un contains pour savoir s'il en fait partie et on le connecte à une branche. Et on fait la même chose pour les Analyzed, donc on regarde si notre index est contained dans les Analyzed Tile Index et on le connecte à une branche aussi. Et finalement ici, ce qu'on fait, c'est soit on ajoute ou on remove le state de notre case, dépendant s'il faisait partie de la liste. Donc ici, si on était dans la liste de discovered, on ajoute le state is discovered. Et à l'opposé, si on ne l'était pas, on enlève le state is discovered. Et en bas, même chose, mais pour le analyze. Donc ici, si on était à l'intérieur de notre liste d'analyzed, on ajoute le state analyzed. Et si on ne l'était pas, on enlève le state analyzed. Et finalement, dernière petite chose, si on ne veut pas montrer nos discovered tiles, on veut aussi enlever le state qui était sur notre case. Donc, s'il y avait notre state discovered sur notre case, on veut l'enlever. Et même chose pour nos analyzed. Donc, si on est à false, on veut l'enlever ici aussi. Parfait. Donc, on a fini avec cette fonction-là. On peut maintenant passer à la prochaine. Donc, je vais ouvrir cela ici. Je l'ai renommée UpdateStateOnAllTile et elle n'a pas besoin d'aucun input ou output. Et ensuite, la première étape est de regarder si on veut soit montrer nos Discovered Tiles ou nos Analyzed Tiles, donc si on veut en montrer au moins un des deux. Sinon, on va simplement tout clear, donc on clear nos Discovered et on clear nos Analyzed si jamais on ne veut pas montrer aucun des deux. Et ici, en fait, comme c'est la fonction qui update toutes les cases, on va simplement prendre toutes les cases qui sont dans notre grid tiles ici, on va looper à travers toutes les cases et on va les updater toutes les states de toutes les cases. Et on peut maintenant passer à la dernière fonction, donc celle-là ici. Et on va se servir de cette fonction-là pour setter nos deux booléens, comme qu'on avait fait pour nos showTileText. Donc, j'ai nommé ma fonction setShowTileStates à la place et je set mes deux booléens avec les deux inputs qu'on reçoit en input. Et ensuite, une fois que les deux booléens sont setés, on peut appeler notre fonction UpdateStateOnAllTiles pour updater toute la grille au complet.
Et la dernière chose qui nous reste à faire dans ce blueprint-là, c'est d'appeler nos deux update fonctions. Et ça, on va le faire de la même façon qu'on le faisait pour nos textes. Donc, dans l'event graph, on avait nos callbacks ici et notre événement. Donc, on va les utiliser les deux pour appeler nos deux nouvelles fonctions qu'on vient de créer. Donc, la première, ça va être le update state on all tiles que je vais prendre et je vais la mettre juste ici, juste après le texte on all tiles. On va updater les states aussi. Et en fait, pour notre deuxième callback, je vais juste aussi le prendre et le faire appeler notre événement qui est ici. Comme ça, on va juste avoir une seule place qu'on peut appeler nos fonctions et tout va se faire appeler à la même endroit. Mais par contre, en ce moment, vu que notre événement a un input et que ça ne correspond pas à la signature de notre callback qui est ici, on ne peut pas le sélectionner dans notre dropdown, donc on va devoir se créer un nouvel événement. Et ici, le nom n'a pas vraiment d'importance, mais je l'ai renommé event underscore reupdate all text and colors after delay underscore no input. On avait besoin d'un nom, donc j'ai mis no input parce que celui-là n'a pas d'input. Et ensuite, j'ai aussi renommé notre premier événement pour inclure le end colors dedans. Comme ça, au moins, dans le nom, ça paraît que ça va updater les textes et les couleurs. Et maintenant, si on compile le blueprint, on devrait pouvoir aller dans notre create event qu'on a ici et sélectionner notre nouvel event. Donc, event reupdate all text and colors after delay no input. Donc, celui-là ici. Donc, on peut le sélectionner et ça devrait fonctionner maintenant. Bon, maintenant, on peut enfin aller connecter nos deux boulets dans notre tab. Donc, je vais retourner dans Entry, aller dans mon debug menu, dans nos tabs et dans Tab Pathfinding, comme ça ici. Et ici, j'ai ajouté deux nouvelles checkbox. Donc, une pour le Show Discovered Tiles et une pour le Show Analyzed Tiles. Ensuite, il faut implémenter les événements. Donc, je sélectionne ma première, je m'en vais en bas, j'implémente l'événement, je retourne dans le designer, je prends ma deuxième checkbox, je scroll en bas et j'implémente le deuxième événement. On peut ensuite connecter nos deux événements à notre fonction setShowTileStates. Et ensuite passer le checkState de nos deux checkbox à notre fonction. Et je crois que c'est tout, donc on peut compiler et sauvegarder tout et aller tester. Ok, donc ici j'ai fait que ma grille soit à même grandeur que mon environnement, et ensuite je vais aller dans mon pathfinding, cocher mes deux nouvelles cases, sélectionner mon action pour le find path, et je vais cliquer ici et essayer de faire un path. Ok, donc là on voit qu'on a beaucoup de cases supplémentaires. Donc, les cases qui sont en rose pâle, c'est les cases qui sont discovered, et les cases qui sont en rose plus foncé, c'est les cases qui sont analyzed. Donc, ici, on voit qu'on a tout analysé ces cases-là et qu'on a découvert toutes les autres cases autour. Et ces cases-là se mettent à jour lorsqu'on génère de nouveaux paths comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ici. Ah, ici, ok. Ici, c'est un gros path qui prend du temps à calculer, celui-là, parce qu'il a calculé beaucoup plus de cases, mais on voit que ça fonctionne quand même très bien. Et ensuite, même chose si on décide de seulement afficher l'une d'entre elles. Donc ici, je peux toggle on and off les discovered tiles et même chose pour les analyzed tiles. Donc on peut avoir seulement les analyzed ou seulement les discovered si on veut. Parfait, donc on dirait que tout fonctionne très bien. Super, on peut maintenant faire stop. Ok, on est rendu au ralentissement du pathfinding. Donc je vais aller dans Grid et je vais ouvrir BP Grid Pathfinding. Et ici, je vais directement me créer une nouvelle variable pour qu'on puisse utiliser pour déterminer combien de temps qu'on veut attendre entre les itérations de notre pathfinding. J'ai nommé la variable delay between iterations et c'est un float. Ensuite, il faut aller la setter dans notre findPath, donc au tout début du process, ici, comme on set nos autres variables, on va aller setter celle-là aussi, donc on fait un set ici. Et je l'ai connecté comme ça, donc je l'ai simplement mis après toutes les autres sets et je me suis fait un nouvel input dans ma fonction que j'ai nommée delay. Et c'est ici que les choses deviennent un tout petit peu plus compliquées, parce que dans le fond, ici, si on veut utiliser un délai, on ne peut pas le faire à l'intérieur d'une fonction. Et comme on ne sera pas à l'intérieur d'une fonction, ça veut dire que notre return à la fin ici, il ne fonctionnera pas. On ne pourra pas return notre path à la fin de la fonction parce qu'on ne sera plus dans la fonction. Donc, il va falloir nous trouver une autre façon de pouvoir retourner notre path ici, parce que ici, la personne qui a appelé notre fonction s'attend à recevoir notre path pour pouvoir ensuite le dessiner ou faire d'autres choses avec, mais on ne peut pas le retourner de cette façon si on veut utiliser un délai. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir utiliser une nouvelle méthode, et en fait, une nouvelle méthode, ça va être une méthode qu'on a déjà utilisée, on va utiliser un callback. Donc, on va se créer un nouvel event dispatcher. Donc, le voici, je l'ai nommé onPathFindingCompleted et il retourne un array de endpoint que j'ai nommé path, la même façon qu'on avait fait pour notre fonction avant. Et maintenant, comme je veux que mes deux systèmes fonctionnent en même temps, que ce soit autant possible d'exécuter notre path basé sur un délai ou non, donc qu'on puisse simplement retourner le path directement à la fin de la fonction comme on le faisait en ce moment, je vais simplement prendre mon nouveau callback et l'appeler à tous les endroits où on return de notre fonction. Comme ça va faire les deux. Donc, on peut prendre notre callback, on peut le caller ici, et on va le prendre, on va le caller ici aussi. Et c'est à ça que ça semble une fois que c'est connecté. Donc, j'ai mon path qui est passé ici, et j'ai mon makeArray qui est passé dans mon path ici. Unreal nous donne une petite note, mais bon, c'est pas grave, on peut ignorer ça. Et maintenant, si je me souviens bien, il reste encore un autre endroit où on retourne dans notre fonction, et c'est ici au tout début. Donc ici, j'ai un autre return, donc je vais simplement faire la même chose. Donc j'appelle mon callback, et je peux le connecter juste avant mon return. Juste comme ça. Parfait.
Et maintenant, comme j'ai dit, si on veut être capable d'utiliser notre variable de delay, on ne peut pas le faire à l'intérieur de notre fonction parce que c'est impossible de setter des délais à l'intérieur d'une fonction. La seule endroit où on peut le faire, c'est dans le event graph. Donc, on va aller dans le event graph et on va se créer un nouvel événement pour faire ça. Donc, custom event, comme ça ici. Et je l'ai simplement nommé find path with delay. Et maintenant, il faut retourner dans le find path pour appeler notre nouvel événement. Donc, je vais aller ici et je vais l'appeler ici à la fin. Donc, ici, on a notre while loop et ça, c'est très bien. Si jamais on veut exécuter notre fonction sans avoir de délai, on va continuer de faire la while loop qui va calculer tout le path et qui va tout fonctionner. Mais juste avant ça, on va essayer de regarder, voir si on voulait utiliser un délai. Et si on veut utiliser un délai, à la place, on va aller dans notre event graph. Comme ça, on va pouvoir faire notre loop par nous-mêmes et on va pouvoir décider d'ajouter un délai entre les itérations de la loop si on veut. Et c'est comme ça que je l'ai connecté. Donc, avant la while loop, je regarde si mon delay between iterations est plus petit ou égal à 0. Si c'est le cas, on va simplement utiliser notre logique qu'on avait avant. Donc, on va simplement calculer le path directement et le retourner à la fin de la fonction. Mais sinon, on va devoir appeler notre fonction qui utilise le delay. Donc, notre nouvel événement qui est ici, le find path with delay, on va l'appeler. Mais par contre, ici, il faut aussi return quelque chose parce que c'est la fin de notre fonction. Le calcul n'est pas complété parce qu'il va être exécuté dans l'event graph, mais la fonction est quand même terminée. Donc, ce que je vais faire, c'est aller juste ici, je vais copier ces deux nodes-là. Donc, on va return un make array complètement vide ici. Comme ça, ici, notre fonction nous retourne un path vide, ce qui est bien parce qu'on n'a pas fait le calcul encore pour déterminer un path. Donc, le path est complètement vide à ce moment-là. Mais plus tard, dans l'event graph, une fois que tous les délais vont être terminés, le callback va se faire appeler. C'est pour ça que je ne l'appelle pas ici, parce que le callback va se faire appeler plus tard dans l'event graph, une fois que tous les calculs vont être faits. Et voilà, maintenant on peut aller faire la logique de notre événement qui va être dans le fond la même chose qu'on avait fait ici. Donc, ce que je vais faire, c'est copier toutes ces nodes-là ici, retourner dans l'event graph, me placer à un meilleur endroit et les coller, comme ça ici. Et maintenant, la première chose qu'il faut faire, c'est remplacer notre while loop, parce que la while loop, elle va continuer de se faire exécuter encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le path au complet ou que le pathfinding est complété. Mais dans notre cas, ce qu'on veut, c'est être capable d'ajouter un délai entre les itérations de notre while loop. Donc, à la place d'utiliser une while loop, je vais la remplacer par un if, comme ça ici. Donc, on peut connecter notre branche comme ça, comme ça, comme ça, et remplacer notre while loop de cette façon. Et on peut aussi le connecter au début de notre événement, juste comme ça. Et c'est à ça que ça devrait ressembler. Donc voilà, on est maintenant prêt à ajouter notre délai là-dedans. Donc ici, je me suis ajouté un retriggerable delay. Il n'est pas connecté à rien pour l'instant, mais il est ici. Et ensuite, j'ai utilisé ma variable pour setter la duration de mon retriggerable delay. Et maintenant, il faut connecter cette node-là, et ça va être un petit peu messy, mais bon, on va voir. Premièrement, le completed, on peut simplement le connecter là. Et ensuite, pour le input, il faut le connecter jusqu'au false qui est ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des petites reroute nodes, juste comme ça, et une autre ici, juste pour que ce soit un petit peu plus propre, comme ça. Et en fait, c'est tout, on devrait être capable d'aller tester ça. Mais avant, il faut setter notre variable à l'intérieur de notre action de findPath et aussi faire la même chose pour notre callback. Donc, il faut utiliser le callback au lieu d'utiliser le return de notre fonction seulement. Donc, je vais retourner dans mon entry, je vais aller dans mes actions, player action, pathfinding et ouvrir findPath to target. Maintenant, on va aller dans notre fonction executeAction et on va aller nous créer notre variable pour le délai. Donc ici, j'ai mon délai, je peux faire clic droit dessus, promote to variable. Et je l'ai nommé delay between iterations. Et ensuite, je fais juste la passer comme ça. Et maintenant, pour notre callback, tout d'abord, il faut commencer par nous créer une nouvelle fonction que le callback va appeler. Et cette fonction-là, en fait, elle va s'occuper de faire toute cette logique-là qui est ici, qui est en fait seulement de display le path au joueur. Donc, une fois que le callback va se faire appeler, ça va faire notre for each loop et montrer toutes nos cases. Donc, on veut vraiment que ça fasse ça ici. Et pour faire notre fonction, je vais simplement les sélectionner et faire clic droit dessus et choisir Collapse to Function. J'ai nommé la fonction onPathFindingCompleted et j'ai aussi renommé la variable d'input pour qu'elle soit nommée path. Et maintenant, vu que la fonction va se faire appeler par le callback, on n'a pas besoin de l'appeler ici, donc on va simplement la supprimer. Et maintenant, il reste seulement une chose à faire, c'est de se connecter au callback, donc de lier notre nouvelle fonction qu'on vient de créer, donc le onPathFindingCompleted ici, à notre callback onPathFindingCompleted qui est dans notre grid pathfinding. Donc on fait un bind to event, on le connecte à un create event, et dans le create event, on choisit notre nouvel événement qu'on vient de créer, donc ici. Et finalement, il faut juste inclure ça dans notre flow, et en fait, on va devoir l'inclure ici, entre les deux. Comme ça, on va le mettre juste ici, juste comme ça, on va le connecter avant d'appeler notre findPath. Comme ça, si jamais notre findPath, il se fait exécuter, puis il complète immédiatement, comme genre il finit parce que les datas n'étaient pas valides ou des choses comme ça va fonctionner. Parce que si on le met ensuite, si on le met à la fin du findPath, si jamais le findPath il complète trop rapidement, notre binding ne fonctionnera pas et notre événement ne va pas se faire appeler. Donc c'est pour ça qu'on le met ici. Donc on met notre événement juste avant d'appeler notre findPath, comme ça.
Et maintenant, juste pour voir si tout ça fonctionne, je vais simplement m'ajouter une default value dans mon delay entre les itérations. Donc ici, je vais faire 0.5 comme default value. Maintenant, je peux compiler, sauvegarder et aller tester. Et maintenant, si je fais play, je vais aller dans mon pathfinding, je vais sélectionner mon action, je vais me sélectionner une case et je vais faire clic droit sur une autre case. OK, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Oh, OK, le path vient d'apparaître. OK, donc on dirait juste que ça prend du temps. OK, on va voir ce que ça donne si on coche nos cases Discovered et Analyzed. OK, donc déjà, peut-être que... Ah, voilà. OK, donc là, on voit le path se promener comme ça sur notre grille à toutes les 0.5 secondes. Donc on voit que ça fonctionne très bien. Ça prend du temps à se rendre jusqu'à la fin, mais une fois qu'il s'est rendu, ensuite notre path est dessiné comme on veut. Donc, parfait, ça fonctionne. Maintenant, on va pouvoir aller nous rajouter un petit slider dans notre fin de path action juste pour pouvoir changer ce temps-là dynamiquement. Au lieu de devoir toujours utiliser 0.5 secondes, là, on va changer ce temps-là dynamiquement dans le jeu. Donc, on va aller faire ça. Donc, stop. Et en fait, je vais commencer par retourner dans mon action et resetter la valeur qu'on avait pour notre délai. Donc, je vais le remettre à 0. Maintenant, on peut compiler ça. Et ensuite, on va aller dans nos actions, donc dans nos boutons d'action, donc dans Debug Menu, Action et notre action Find Path to Target qui est ici. Dans le designer, je vais commencer par m'ajouter une nouvelle Spinbox with Name dans le widget, donc comme ça ici. Et ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai premièrement renommé ma Spinbox pour que ça soit le bon nom. Ensuite, j'ai changé le texte qui est écrit dans le nom de ma Spinbox pour que ça soit écrit délai. Le min-max value, j'ai mis 0 et 1 parce que c'est rare qu'on va vouloir aller plus haut qu'une seconde. En fait, je pense pas que ça va arriver. Ensuite, le min-max slider, j'ai mis 0 et 0.5 parce que 0.5, je me dis que c'est la valeur la plus courante maximale qu'on peut utiliser. Plus haut que ça, c'est quand même beaucoup trop. La valeur par défaut va être 0. Le min-max frag digit, ça va être 2 et 2 parce qu'on veut avoir accès à deux chiffres après la virgule. Ensuite, on ne snap pas toujours au delta, donc c'est décoché. Et le delta va être 0.01. Et voilà, maintenant on peut aller dans le graphe. Et ici, dans le graphe, je vais sélectionner ma spinbox à gauche et je peux implémenter mon événement, comme ça ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est le monter et aller le connecter avec l'autre qui est ici, donc comme ça ici. Et maintenant, on peut aller appliquer la valeur ici. Et j'ai fait ça comme ça. Donc, à partir de notre fin de path to target, ici, je set le delay between iterations. Et pour setter la valeur, j'utilise la valeur de notre spinbox, comme ça ici. Et maintenant, on va aller voir si ça fonctionne. Donc, compile, et on fait play encore. Et maintenant, si j'essaie de me faire un pathfinding, je vais juste cliquer sur une case et cliquer sur une autre. OK, quand le délai est à 0, c'est instantané. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, si je monte le délai un tout petit peu, OK, c'est ralenti un peu. Je ralentis le délai encore une fois. OK, c'est très lent, très très lent. Je vais le remettre à une vitesse un peu plus rapide. Et voilà. Et OK, parfait, ça fonctionne. On peut changer la vitesse dynamiquement. Parfait, on peut faire ça. Et en fait, je viens juste de me rendre compte qu'il y a deux petits bugs. Premièrement, le délai ici. On voit qu'il est visible même si mon action n'est pas sélectionnée. Donc ça, c'est pas très bon. C'est pas ça que je veux. Je veux qu'elle soit comme mon include diagonal checkbox. Dans le fond, qu'elle soit juste visible quand que mon action est sélectionnée. Donc on va aller réparer ça en premier parce que c'est plutôt simple à réparer. Et on va faire ça dans le bouton. Donc ici, c'est ici qu'on applique la visibilité de notre checkbox. Donc on va faire exactement la même chose pour notre spinbox. Donc je vais la copier et la coller ici. Et je vais la connecter en même temps. Donc comme ça va appliquer les statuts aux deux checkbox et spinbox en même temps, comme ça. Et maintenant, si on retourne voir notre table de pathfinding, on peut voir que le délai ici, il disparaît quand l'action n'est pas sélectionnée, comme ça. Donc voilà, ça fonctionne. Le délai se cache bien. Good. Et le deuxième problème est un petit peu plus complexe. Dans le fond, si je m'en vais ici, dans mon pathfinding, je vais essayer de me faire un path. Je vais essayer de le faire avec un délai de 0.5. Comme ça, on va le voir progresser. Donc maintenant, je clique ici, je clique là. Donc on voit ici mon FPS, il est pas trop mal, il reste à 70, 80, 70, 80. Donc c'est quand même très bien. Mais par contre, maintenant, si j'essaie de baisser le délai à 0 et que je clique pour essayer de générer un autre path, le path se génère. Ensuite, le FPS continue d'être super bas. Je ne sais pas pourquoi il est rendu à 6 FPS, c'est un problème. Et aussi, même si le path est complètement exécuté et dessiné et qu'il a terminé son progrès, le pathfinding continue d'essayer d'analyser toute la grille pour essayer de trouver un autre path. On dirait que c'est vraiment étrange. Puis là, il ne trouvera jamais parce qu'on l'a déjà trouvé cette case-là. Donc là, il est parti dans une loop infinie. Et la loop, si on s'en va dans notre grid pathfinding, elle est ici. Dans le fond, on voit très bien que ça continue d'exécuter encore et encore et encore et encore et encore. Et vu que le délai est 0 ici en ce moment, ben, c'est vraiment instantané. Donc, c'est pour ça que le FPS est très bas. Donc, on va devoir aller réparer ça ici. Et la raison pourquoi c'est arrivé, c'est parce que cette loop-là ici n'a jamais eu le temps de se terminer avant qu'on commence un autre pathfinding.
Et comme le deuxième pathfinding qu'on a commencé était avec un délai de 0, si on retourne dans notre find path ici, on va voir que si le délai était plus petit ou égal à 0, ça exécute le code qui est ici. Ça n'exécute pas la loop qui est à l'extérieur de cette fonction-là, donc ça ne vient jamais ici. Donc c'est pour ça que cette loop-là était brisée, parce que jamais on la rappelle et ça fait qu'on la brise par conséquent. Donc elle continue de rouler, elle pense qu'elle a encore du travail à faire parce que techniquement, c'est pas elle qui a complété le path a été complété ailleurs, dans un autre process, sur une autre frame, par notre autre fonction. Donc, c'est pour ça que là, la loupe est un peu perdue, puis est brisée, donc il faut la réparer. Et on va faire ça en utilisant une gate. Je sais que tout le reste a bougé parce que j'ai tout déplacé par la droite pour avoir de l'espace, mais ici, là, c'est la seule chose que j'ai changé. J'ai rajouté une note de gate. Comme ça, avec la gate, on va avoir une façon de bloquer le flow quand on veut. Mais avant de pouvoir fermer la gate, il faut commencer par l'ouvrir parce que sinon on n'a rien à fermer. Donc, c'est ce que je fais ici avec une séquence au début de mon événement. Donc là, ce que ça fait, c'est quand mon événement se fait appeler, ça ouvre la gate, donc ça open ici, et ensuite ça exécute le flow normalement. Donc ça, c'est bien. Ensuite, le false se fait appeler, ça retourne dans notre délai ici, et ça retourne dans la gate. Ensuite, la gate regarde est-ce que je suis ouverte, oui ou non. Vu qu'on l'a ouvert, elle est ouverte, donc le flow peut continuer. Et ça continue ici, ça continue le prochain flow. Ça recommence, ça retourne au délai, ça retourne à la gate, ça re-rentre, la gate est ouverte, ça continue, ça continue, ça continue. Et ça jusqu'à ce qu'on ferme la gate. Et en fait, la gate, on peut la fermer quand on veut à partir d'un custom event. Donc, je vais me créer un nouvel custom event ici que j'ai appelé close delay gate et je vais le connecter à close comme ça. Et maintenant, il ne suffit qu'à d'aller appeler cet événement-là à l'intérieur de notre find path fonction. Donc, je vais retourner à l'intérieur, je vais aller au tout début. Donc, quand on commence à exécuter un nouveau path, on va fermer la gate. Donc, je vais faire ça juste ici après avoir setté les variables. Donc, close delay gate ici. Je vais la connecter comme ça. Et voilà, ça devrait avoir réglé le problème. Ok, voyons voir si ça fonctionne. Donc, je vais commencer un nouveau path avec un long délai, donc comme ça ici, et je vais cliquer là-bas. Donc, on voit, ok, le path fonctionne encore très bien, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais réduire le délai à 0 pour voir si ça cause des problèmes ou non. Donc, je vais juste cliquer ici, et voilà. Mon path est généré au complet, mon FPS est de retour à 70, 80 et tout. Donc, ça, c'est très bien. Et si je retourne dans mon BP Grid Pathfinding, ici, on voit que le flow n'est pas exécuté encore et encore et encore jusqu'à la fin des temps. Donc, parfait, on dirait que ça a réparé le problème. Et tant qu'à parler un tout petit peu d'optimisation, je vais vous montrer un autre petit problème qu'on peut régler rapidement. Donc, je vais commencer à me faire un nouveau path, comme ça ici. Et on peut voir que mon FPS, il baisse à chaque itération du path. Donc, ça fait touk, 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 touk. À chaque itération du path, le FPS, il baisse un peu. Puis, on le voit très bien dans le graphe qui est ici. Et en fait, ici, ça nous montre aussi quelle fonction qui nous coûte des performances. Et tout ça, c'est dans notre BP Debug Text and Color on Tiles. Donc, dans notre debug menu. Donc, techniquement, si on supprime le debug menu, ça va réparer le problème, mais ça devrait quand même pas arriver. Et ça arrive quand on appelle notre fonction Update State on All Tiles. Et techniquement, on n'a pas besoin de cette fonction-là en ce moment parce qu'on n'est pas en train de montrer aucune state. Donc, la fonction ne devrait même pas se faire appeler. Elle coûte cher, puis elle ne devrait même pas se faire appeler. Donc, on va aller réparer ça rapidement. Et le problème est ici, le update state on all tile, parce que dans le fond, notre callback se fait appeler, donc ça appelle notre fonction, donc on va aller à l'intérieur, et ces deux-là sont à false, donc ça clear toutes nos states. Et en fait, c'est bien, finalement, on veut que ça clear nos states, mais en ce moment, il n'y a pas de state, donc ça ne devrait pas prendre autant de temps que ça à clearer les states, donc je ne comprends pas ce qui se passe. On va aller à l'intérieur pour voir. Donc ici, on get toutes nos states, on loop à l'intérieur et on les remove, ce qui ne devrait pas prendre de temps parce qu'on n'en a pas qui contient des states. Donc le problème doit être dans le get ici. Et on va aller voir c'est quoi le get. Ok, le get loop à travers toutes les cases de notre grille pour trouver les cases qui ont les states. Et ça coûte cher. Ok, on va changer ça parce que ça risque de nous causer d'autres problèmes plus tard. Donc, oubliez ce que j'ai dit, on va pas faire que la fonction se fait pas appeler, on va littéralement réparer la fonction à la place. Et en fait, ici, on va rien faire de tout ça. On va pas looper dans toute la grille au complet parce que ça fait aucun sens. Donc, je vais juste tout supprimer ça ici. Je vais littéralement rapprocher ça proche d'ici et ça risque d'être relativement plus simple que ça. Donc, on va simplement trouver toutes les cases. On va se garder une variable qui contient toutes les cases appartenant à cette state-là et ensuite, on va simplement pouvoir les retourner. Ok, donc on va se créer une variable qu'on va utiliser. J'ai nommé la variable tilestate2indexes et c'est une map. Donc le premier élément de notre map c'est un tilestate et le deuxième élément c'est un endpoint parce qu'on veut mapper d'un tilestate vers un endpoint ici. Ensuite maintenant c'est simple, on peut juste prendre notre variable, faire un find sur la variable pour avoir accès à notre endpoint et on peut le retourner. Oh, ok, on peut pas le retourner. Parce que ici, dans le fond, on est supposé de retourner un array de endpoints, pas seulement un seul endpoint. En ce moment, on retournerait seulement un index, mais on en veut plusieurs parce qu'on peut avoir plusieurs cases avec les mêmes states.
Donc, ce qu'il nous faut, c'est une façon d'ajouter un array à notre map. Donc ici, le deuxième élément de notre map devrait être un array de endpoint, pas seulement un endpoint. Et ça, en fait, c'est pas possible de faire ça dans Unreal par défaut. On peut pas ajouter un array comme deuxième élément d'une map. Donc, il va falloir qu'on se crée une structure juste pour pouvoir faire ça. Donc, on va se créer une structure custom qui va contenir un array. Et ensuite, notre map va être de state vers notre structure qu'on vient de créer. Donc, allons faire ça. Je vais aller dans Entry, je vais aller dans ma grid, dans Utilities, et je vais me créer une nouvelle structure. Donc, clic droit, Blueprint, Structure. Je l'ai nommé s_int_point_array parce que c'est ça que ça va être. Ça va être seulement un array de int_point. OK, on peut l'ouvrir. Et ici, j'ai simplement renommé ma variable int_point_array parce que c'est un array de int_point et j'ai changé le type pour que ce soit un array de int_point, justement. Donc, un array de int_point appelé int_point_array et c'est tout. On peut maintenant sauvegarder la structure, la fermer et retourner dans notre grille. Et ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre variable pour changer le deuxième élément de notre map. Donc, on va le changer à place d'un endpoint, on va utiliser un int_point_array, donc s_int_point_array, la structure qu'on vient de créer. On va dire à Unreal de changer la variable, c'est pas important, on peut fermer ça. On va reconnecter notre find juste comme ça ici. Ensuite, on ne peut pas vraiment connecter notre structure directement comme output parce qu'il faut accès à l'array qui est à l'intérieur. Donc, on peut faire clic droit sur la pin bleue et faire un split struct pin pour avoir accès à l'array qui est en dedans. Et ensuite, on peut le retourner comme ça. Et voilà, comme ça c'est beaucoup plus rapide que de louper à travers toute la grille au complet juste pour trouver les index. Ok, bon, maintenant on est rendu à aller populer notre variable parce qu'en ce moment on met rien dedans à cette variable-là, donc il faut aller rajouter des éléments à l'intérieur de la variable. Donc je vais aller commencer par le add state to tile, comme ça ici. Et en fait, je vais aller directement à la fin, donc à la place où ce qu'on l'ajoute dans notre grid data, on va aussi l'ajouter dans notre nouvelle variable. Mais vu que c'est un petit peu plus de trouble que de faire ça simplement comme ça, on va se créer plus d'espace. Donc je vais juste tout déplacer comme ça ici à la fin, puis on va pouvoir faire ça ici. Et la première chose qu'on veut faire, c'est un getAllTileWithState. Comme ça, on accède à tous les index de notre grille qui ont déjà cette state-là dessus. Donc, on les accède tous et ensuite, on ajoute le nouvel index à l'intérieur. Donc, le state et l'index ici, ils nous arrivent du début de la fonction. Donc, on peut les prendre là. On les connecte ici pour accéder à toutes les cases et on ajoute le nouvel index à l'intérieur. Et ensuite, maintenant que notre pin ici d'index contient notre nouvel élément, notre nouvel index à l'intérieur, on peut l'utiliser, toute notre liste ici, pour setter notre variable dans notre map. Donc ici, on prend notre map de TileState2Indexes, on fait un add dessus, on lui passe le state qui est le même state qu'on avait là, et ensuite on prend notre array ici, tout faire notre structure, donc s.array, ici on fait une make structure, et ensuite on peut l'ajouter à notre map, comme ça. Donc en bref, on prend tous les index qui avaient déjà cette state-là, on ajoute le nouvel index à l'intérieur et ensuite on le recette dans notre variable. Et maintenant, on va aller faire la même chose dans notre remove. Donc je vais tout sélectionner ça ici, je vais les copier. Je vais aller dans le remove et je vais aller ici après notre add, comme qu'on a fait dans l'autre. Donc je vais déplacer ça ici un peu plus loin et je vais coller ça juste ici au milieu. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble une fois que c'est reconnecté, mais par contre ici j'ai encore mon add, puis on ne veut pas utiliser un add, on veut utiliser un remove à la place. Donc je vais supprimer le add et je vais mettre un remove comme ça. Donc là, je peux reconnecter mon remove dans mon array d'index avec mon index que je veux enlever de mon array. Maintenant, je peux le reconnecter à mon add qui est ici. Donc ce qu'on fait, c'est on prend tous nos index, on remove notre index qu'on veut enlever et ensuite on le recette dans notre map comme ça. Et voilà, juste ça, ça devrait avoir accéléré notre code de beaucoup, donc on va aller tester rapidement. Ok, donc ici je me suis recréé le même scénario, donc je vais commencer à me faire un nouveau path, donc find path avec un délai dedans, parfait, je vais cliquer en bas à gauche et en haut à droite, et voilà, on voit que ça coûte pas grand chose. En fait, mon graphe ici, on dirait qu'il fait absolument rien tellement que ça coûte pas grand chose, donc c'est intéressant de voir qu'on dirait que ça fonctionne. En fait, juste pour faire ça, je vais montrer mes discover et analyze, et on voit très bien que le path, il est en train de processer, donc ça fonctionne vraiment, c'est juste que ça nous le dit pas. Une fois qu'on affiche le path, là, c'est sûr que ça coûte plus cher parce qu'on calcule et qu'on affiche nos cases et tout, mais c'est des informations de debug. Donc, c'est normal, mais si on les cache, ça coûte plus rien. Et voilà, ça disparaît comme par magie. Et en plus, comme qu'on vient de réparer le vrai problème, au lieu de juste empêcher notre fonction de se faire appeler, on l'a rendu plus performante, ça fait qu'à tous les endroits où on va utiliser cette fonction-là aussi, ça va être autant performant. Donc, c'est super, parfait. Bon, c'est maintenant le temps de parler de la dernière chose que je veux faire aujourd'hui. Et c'est de faire en sorte que notre pathfinding ne freeze pas le jeu au complet lorsqu'on essaie de le faire sur une grande grille comme ça ici. Parce que je sais pas si vous voyez, mais si je clique en haut à droite, on voit le FPS, il tombe à 0 pendant quand même pratiquement... Bon, ok, peut-être pas une seconde, mais quand même une fraction de seconde, donc techniquement il n'est pas à 0. Mais bon, le FPS il freeze beaucoup et ça freeze tout le jeu au complet, donc c'est vraiment pas agréable. Donc on va être capable de faire en sorte que le pathfinding ne freeze pas le jeu au complet à toutes les fois qu'on essaie de le dessiner comme ça.
Donc, en ce moment, la solution qu'on a, c'est de rajouter un délai. Donc, on peut mettre 0.01, on va dire. Donc, on a un petit délai entre chaque itération. Mais par contre, si je clique ici, on voit que mon FPS est bon, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps avant que le pad se ronde. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et techniquement, mon ordinateur pourrait aller plus rapidement que ça parce que mon FPS, je pourrais facilement le descendre jusqu'à 30 FPS sans qu'on s'en rende compte. Là il reste quand même en haut de 70 FPS, donc il n'utilise pas parfaitement toutes les performances de mon ordinateur. Donc ici, ce qu'on voudrait, ce serait une façon de faire que, dans le fond, notre pathfinding aille plus rapidement si jamais notre ordinateur va plus rapidement ou qu'il aille plus lentement si jamais l'ordinateur est moins puissant. Donc comme ça, si jamais on est sur une plateforme mobile, peut-être que c'est possible que le pathfinding fonctionne, mais ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Ou si on est sur un gros ordinateur performant, le pathfinding va se faire en une seule frame sans problème. Et c'est donc ça qu'on va aller faire. Donc je vais aller dans mon grid pathfinding pour ajouter ça. Et ici, la première chose que je vais faire, c'est me créer une nouvelle variable. Je l'ai nommée max ms per frame et c'est un float. Et on va l'utiliser pour limiter la quantité de millisecondes que le pathfinding peut utiliser à chaque frame. Comme ça, une fois qu'il atteint sa limite, il va juste arrêter pour cette frame-là et recommencer à la frame suivante. Et on va l'inclure dans le flow juste ici, dans le false. Donc avant de retriggerer notre délai ici, une fois que l'analyse est terminée, on va regarder si on a dépassé notre limite de millisecondes. Si on ne l'a pas dépassé, on va simplement skipper le délai, puis on va continuer directement à la prochaine loop sans attendre la prochaine frame. Mais si on l'a dépassé, on va retriggerer notre délai, comme ça on va attendre un tout petit peu. Et on va commencer comme ça. Donc ici, on recommence par regarder si on a une limite, parce que si on n'a pas de limite, on va assumer qu'on veut retriggerer notre délai à chaque itération, comme qu'on le fait en ce moment. Donc en ce moment, on n'a pas de limite, donc on retrigger notre délai à chaque itération. Donc ici, même chose, si notre limite est plus grande que 0, on va regarder voir si on a dépassé notre limite, mais sinon, on va simplement continuer notre flow comme qu'on faisait avant, donc on va retriggerer notre délai ici. Bon, good, on a notre limite. Maintenant, il faut juste l'utiliser pour savoir si on a dépassé ou non. Et comment qu'on va faire ça? En fait, je crois que ça serait simple de simplement regarder à quelle heure que la loupe elle a commencé et ensuite regarder combien de temps qui s'est passé depuis le début. Donc, depuis qu'on a commencé notre loop, on prend l'heure et ensuite on compare avec cette heure-là. Et pour faire ça, on va devoir utiliser une fonction qui s'appelle now. Donc, now, celle-là ici, dans datetime. Et ensuite, cette fonction-là nous retourne le temps actuel, donc parfait, on va pouvoir le mettre dans une variable pour s'en rappeler pour plus tard. J'ai nommé la variable loop start time parce que c'est le temps qui était au début de notre loop et on va la connecter au début de la loop, donc ici, après notre gate et avant notre branch, comme ça. Et c'est comme ça qu'on regarde s'il nous reste encore du temps pour savoir si on veut continuer à la prochaine loop ou aller à notre délai à la place. Donc ici, ça commence à être un petit peu tassé, là, mais je voulais que ça rentre tout dans le même écran, donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Mais bon, voilà comment que ça fonctionne. Donc ici, on commence par faire la différence entre le now qui est rendu en ce moment, ainsi que la variable qu'on avait setée au début de notre loop. Donc le temps va continuer d'augmenter parce que c'est comme ça que le temps fonctionne entre le moment où on a commencé notre loop et le temps actuel. Donc on va accéder à cette différence-là entre les deux. On la convertit en millisecondes parce qu'on veut pouvoir la comparer avec notre variable qui est aussi en millisecondes. Donc on regarde si la différence entre les deux temps est plus petite que notre maximum de millisecondes. Et si c'est le cas, c'est qu'il nous reste encore du temps. Sinon, ça va être false et ça veut dire qu'il faut attendre au moins une frame avant de pouvoir continuer à la prochaine loop. Et voilà, maintenant il reste seulement à connecter notre branche. Donc, si la branche était false, ça veut dire qu'on n'a plus de temps. Donc, ça veut dire que notre itération doit être finie et qu'il faut attendre un peu. Donc, on va aller se reconnecter à notre délai. Donc, je vais simplement la connecter à la reroute node qui est juste ici, comme ça. Et ensuite, si c'est true, ça veut dire qu'on peut passer directement à la prochaine loop qui commence dans le fond à la branche qui est ici. On veut skipper notre set de variables, sinon le calcul qui est ici, il ne fonctionnera pas vu qu'on updaterait la variable puis c'est pas ça qu'il faut faire. Donc on veut directement aller à notre branche. Donc je vais prendre le trou et le connecter à ma branche qui est ici. Et ensuite, je vais me rajouter des reroute nodes ici en double-cliquant sur le lien juste pour que ce soit un petit peu plus clean comme ça. Et voilà, ça devrait être tout, donc on devrait pouvoir voir que ça fonctionne, mais avant, on va aller se rajouter un nouveau slider dans l'interface pour pouvoir changer le maximum de millisecondes. Donc, on va aller faire ça, mais avant, je vais aller dans mon findPad juste pour setter ma variable ici au tout début, comme on l'avait fait pour notre délai. Donc, je vais la connecter comme ça ici, comme ça là, et je vais la connecter au début de ma fonction juste pour ajouter un nouvel input. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc, j'ai simplement renommé ma variable pour que ça soit juste écrit max ms au lieu de max ms per frame parce que c'était trop long. Et maintenant, pour le slider, je vais retourner dans mon bouton, je vais aller dans le designer et je vais dupliquer mon slider que j'avais ici. Et ici, comme d'habitude, j'ai renommé ma checkbox, j'ai changé le texte qui est écrit sur ma checkbox pour que ce soit max ms. Ensuite, le min max value, c'est 0 et 30. Pourquoi 30? Parce que c'est
pas mal le maximum de millisecondes que vous allez avoir dans un jeu qui est à 30 FPS environ. Et ensuite, le min-max slider, je l'arrête à 20, lui, donc ça va être entre 0 et 20. La value, je l'ai mis 0, min-max digit 0, 2, 2, je veux dire. Le always snap est à false et le delta est à 0.01. Et maintenant, on peut aller dans le graphe. Et ici, on va faire exactement la même chose qu'on vient de faire pour notre autre Spinbox. Donc, je vais la sélectionner, je vais implémenter l'événement qui est ici. Je vais le connecter avec les autres comme ça. Ensuite, je vais retourner ici pour setter la variable ici. Et en fait, la variable n'est pas encore créée dans notre action, donc on va aller faire ça rapidement. J'ai mon action FindPath qui est ici. Je vais aller à ma fonction, je vais faire clic droit sur la variable et la promote to variable que j'ai nommé maxMSPerFrame. OK, on peut compiler et retourner dans le bouton. Et maintenant, on peut setter notre variable maxMSPerFrame en utilisant la valeur de notre Spinbox qu'on vient de créer. Et maintenant, il reste seulement une dernière chose à faire et c'est la visibility. Donc, je vais copier ma checkbox, la déplacer ici, la connecter et la coller ici aussi. Voilà. Et c'est tout, on a terminé. On peut maintenant compiler, sauvegarder et aller essayer tout ça. Donc voilà, je me suis refait ma grosse grille et j'ai rajouté des obstacles un peu partout, juste pour que le pathfinding ait des choses à éviter, comme ça va prendre un petit peu plus de temps à calculer. Ok, donc là je sélectionne ma case en bas à gauche et on va commencer par faire un path sans délai et sans maximum de millisecondes pour voir ce que ça donne. Et je vais cliquer en haut à droite. Ok, ouais, on voit que le jeu freeze pour à peu près une seconde, je dirais, donc 1. Et je clique 1. 1, 2, 1, 2. Yeah. Fait qu'on dirait que ça freeze pour au moins une seconde. Puis pendant ce temps-là, toutes les animations sont freezées, toutes les particules sont freezées. Le joueur peut absolument pas se déplacer non plus. Donc, ce n'est pas très bien. Donc, ça, c'est ce qui arrive avant, quand on ne mettait pas de maximum de millisecondes. Et voilà, donc maintenant, j'ai changé mon délai pour qu'il soit 0.01 et mon maximum de millisecondes est 10. Donc maintenant, si je génère mon path, ça devrait prendre plus de temps à se calculer. Donc, ça prend quand même 1 ou 2 secondes. Ça prend quand même un peu de temps. Mais mon FPS, il reste toujours en haut de 40-50. Donc, tout le restant du jeu roule très bien. Il roule à 40-50 FPS quand même. Et ça, c'est très bien. C'est suffisant pour avoir des animations smooth et que le joueur puisse se déplacer sans problème. Donc, c'est ça. Mon pathfinding, il prend un peu plus de temps à se calculer, mais au moins, ça ne ralentit pas le restant du jeu au complet. Et même chose si on décide d'augmenter le maximum de millisecondes à 20, on va dire par exemple. Donc ici, je le fais. Et voilà, ça prend un petit peu moins de temps à calculer le path, mais par contre, mon FPS, il baisse jusqu'à 30. Donc là, on voit que ça coûte un peu plus cher générer le pathfinding. Ça prend un peu moins de temps à se faire, mais le FPS, il baisse. Donc là, ça dépend, est-ce que votre jeu était déjà très coûteux à la base? Parce que si oui, vous allez peut-être pas avoir 20 millisecondes à donner à votre pathfinding. Ou si votre jeu ne coûtait pas grand-chose à faire, ben c'est possible que vous pouvez donner 20 millisecondes à votre pathfinding ou peut-être même plus que ça, donc 25 millisecondes peut-être. Et en fait, techniquement, c'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, mais je viens de me rendre compte qu'il y a un petit bug un petit peu fatigant, c'est que dans le fond, quand on display nos debug infos, donc ici j'ai mes Discover Tiles et mes Analyze Tiles et que j'essaie de me faire un path comme ça ici, on va voir que mon FPS il baisse jusqu'à 2 FPS, même en bas de 2 FPS, donc c'est très lent. Et ça, c'est parce que dans le fond, ça essaie d'updater toutes les states de toutes nos cases de notre grille, parce que c'est ça la logique qu'on a fait, parce que c'était pas un problème sur une petite grille, mais sur une grosse grille, c'est vraiment un problème. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est réparer ça un peu rapidement avant de terminer cette vidéo-là. Et pour réparer ça, on va aller dans BP Debug Text and Colors on Tiles. Et le problème provient d'ici. Donc, en ce moment, le système, ce qu'il fait, c'est à chaque fois qu'une case se fait mettre à jour dans le pathfinding, ça attend un tout petit peu pour être sûr que toutes les cases se sont faites mettre à jour dans la dernière action. Et ensuite, ça update toutes les cases de la grille au complet. Et ça, c'est beaucoup de cases. Donc, on ne va pas faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement supprimer tout ça. C'est possible que ça nous cause des petits problèmes lorsqu'on essaie de débugger nos textes qui sont écrits sur nos cases pour ce qui est du sorting cost ou du sorting order dans notre liste de Discovered Tiles. Mais bon, est-ce que c'est vraiment important? Je pense pas, parce que c'est juste du debug info, puis si jamais on a besoin d'avoir la dernière information qui est up-to-date, on peut simplement décocher la case, la recocher ou passer notre souris sur les cases. Donc, c'est mieux d'avoir du code qui est plus performant que d'avoir du code qui met à jour du texte avec la dernière information et qui prend des heures à refresher toute la grille au complet. Donc maintenant, si on compile, on va avoir quelques erreurs dans nos bindings ici, donc on va les réparer. Donc pour ce qui est du onPathFinding Data Cleared, on va simplement remplacer la fonction pour update state on all tiles, et ensuite pour le onPathFinding Data Updated, on va simplement remplacer la fonction pour update state on tile. Maintenant, si on compile, ça devrait plus chialer, ça devrait être correct. Mais par contre, là, on ne met plus à jour les textes, on met seulement à jour les states sur les cases. Donc, ce que je vais faire, c'est copy-paste tout ça ici et les coller. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est remplacer les fonctions pour update text on tile à la place de state et update text on all tiles à la place de state aussi. Comme ça, on va updater et les states et les textes.
Et c'est maintenant le temps de faire le dernier changement dans la vidéo d'aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte en essayant de débugger ça ici qu'on avait un autre petit bug ailleurs, donc on va aller le réparer rapidement. Et c'est dans le BP Grid Pathfinding. Dans notre fonction Analyze Next Discovered Tile, lorsqu'on enlève notre case de notre Discovered List et qu'on l'ajoute à l'intérieur de notre Analyzed List, il faudrait aussi appeler notre callback onPathfinding Data Updated, comme ça. Comme ça, au moins, lorsqu'on enlève la case de notre Discovered et qu'on l'ajoute à l'Analyzed, ça va notifier notre debug menu, comme ça, les couleurs vont se mettre à jour. Donc ici, ce que je vais faire, c'est break ma structure pour avoir accès à l'index et le connecter de cette façon. Et c'est tout, on peut maintenant compiler et sauvegarder tout et on peut aller voir si tout fonctionne. Et voilà, maintenant on est de retour dans notre grosse grille avec plein de trous dedans et on va essayer de se faire un path à partir du coin en bas à gauche jusqu'au coin en bas à droite, voir si ça fonctionne. Donc, OK, le pathfinding est parti, on voit l'algorithme qui travaille et qui travaille et qui travaille, et ça va bien. Ça prend du temps par contre. Ah, OK, il s'est rendu jusqu'à la fin. Pas trop pire, pas trop pire. Si on essaie ici, voir, je sais pas si c'est possible d'atteindre cette place-là, on voit que ça le freeze au début, c'est parce que ça clear toutes les states de toutes les cases. Ça, c'est une autre histoire, c'est juste parce qu'on est en mode de debug. Oh, wow, ça a été rapide, celle-là. OK, si on essaie ici dans le coin en bas à droite, ça devrait être encore plus rapide. Mais c'est ça, si jamais on n'est pas en debug, ça devrait pas freeze au début, ça devrait simplement faire le patch. Je vais juste vous le montrer ensuite, mais on voit que quand c'est en debug, ça prend un petit peu plus de temps au début parce qu'il faut que ça clear toutes les cases. Mais ensuite, une fois que c'est parti, l'algorithme travaille très bien et ça ne ralentit pas le jeu tant que ça. Donc tout ça, c'est très bien. Et OK, il s'est rendu à la fin. Et maintenant, comme j'ai dit, si je désactive nos cases ici comme ça et qu'on essaie de dessiner un nouveau path comme ça, on voit ça prend beaucoup moins de temps déjà parce qu'il n'y a pas besoin de dessiner les cases, donc ça sauve des performances et le pathfinding peut utiliser plus de performances s'il le souhaite. Et voilà, on peut trouver les paths super rapidement et que ça ne frise pas le jeu du tout. Parfait, donc je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on va se revoir dans la prochaine. Bye bye!